Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller un petit peu spécial parce que nous avons décidé d'avoir des invités qui vont venir nous parler de lecture et ce soir je suis très heureuse d'accueillir Gwendoline Amon. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir, bonsoir à toutes les deux. Alors ce soir, c'est un nouveau concept. On a décidé d'avoir des invités un peu spéciales qui ne sont pas forcément auteurs, mais vous l'êtes, puisque vous êtes comédienne, vous êtes metteuse en scène et autrice. Si vous avez écrit un livre, il est là, j'en ai la preuve. Il est là, il est sorti en 2014 chez Jean-Claude Lattès. Les dieux sont vaches. Donc ce soir, voilà, on va parler de lecture. Frédéric est à mes côtés, c'est qui est très rare donc pour l'occasion, mais voilà, on est là, on est toutes les deux pour parler de lecture. Et j'ai une toute première question. Est-ce que vous avez le souvenir de quel roman ou histoire vous avez eu entre les mains très jeune, un livre qui vous a marqué? Bon, quand j'étais petite fille, petite fille vraiment, non. Je lisais beaucoup la collection, je ne sais plus comment ça s'appelle, la collection rose et la collection La verte. bibliothèque rose, la La bibliothèque bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Alors là, j'ai des souvenirs. Et puis, bon, je lisais Agi, j'adorais Agi. Agi et Lily. Je ne sais pas si vous avez connu Non, ces moi non. dessinées. Ah, bah, j'étais folle de ça. J'aurais échangé toutes les fraises Tagada du monde pour aller m'acheter un Agi. Mais je pense que c'est à l'école que j'ai commencé, enfin, que j'ai lu les premiers livres dits sérieux, donc certains qui m'ont ennuyée. Je n'ai pas des bons souvenirs de Gargantua, tout ça. Je trouve que c'était trop, ça m'ennuyait C'est profondément. quoi un livre sérieux? Qu'est-ce que vous appelez ce livre sérieux? Vous Non, lisez mais que je n'avais pas choisi et qui me paraissent, enfin, dont les sujets ne me plaisaient pas forcément. Mais je crois que le premier souvenir que j'ai qui m'a interpellée et plu, c'était Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et donc, c'est tard parce que je dois être en quatrième ou troisième. Ah, c'est pas courant ça, la science-fiction. Oui, mais figurez-vous que j'ai eu la chance, alors là, c'est un scoop. J'étais dans une école à Paris où Je sais qui vous avez eu comme prof de professeur de français. français, Daniel Penacchioni, donc Daniel Pénac, Monsieur Penacchioni, on l'appelait, qui était ultra sympa. Et c'est lui, je crois, si je ne me trompe pas, qui nous a fait lire Chroniques martiennes. Et après, on devait faire une rédaction d'ailleurs. Et j'avais eu 19 sur 20, ce qui est assez rare dans ma scolarité parce que je n'étais pas une sublimement bonne élève. Et puis, Rhinocéros de Ionesco. J'ai ces deux souvenirs-là. Alors, ce n'est pas super précis, mais je m'en souviens. Et je me souviens d'avoir relu Rhinocéros plus tard, et j'en avais parlé une fois à Frédéric, et de l'avoir lu complètement différemment. Et puis, il y a eu beaucoup de théâtre aussi à l'école, et puis des classiques. Donc, c'est véritablement à l'école. Mais le premier souvenir que j'ai de livres que j'apprécie, c'est au moment du bac. C'est même peut-être après. C'est l'été du bac, donc c'est vers mes 17-18 ans, où je prends la décision de lire un livre et c'est ma décision et ça me plaît. Et le livre à cette époque-là que vous avez détesté? J'ai détesté, bah, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas, parce que ah si, j'avais beaucoup aimé Des souris et des hommes de Steinbeck à l'école aussi. Voilà, ça me revient maintenant parce que j'y pense, mais oh, je ne sais pas précisément, mais ça devait être je vous dis, la Gargantua, Rousseau, tout ça, ça m'emmerdait. Pardon d'être franche, hein, mais Non, mais vous avez Non, raison. mais bon, est-ce que vous les avez relus depuis? non, bah non, parce que j'ai pas un temps fou et je me le donne pas. Mais vous avez raison, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. C'est ce qu'il faudrait Parce que j'ai un souvenir absolument épouvantable, Proust, à l'école. Oh là là, oh là là. Proust toujours. Je vais vous dire, c'est trop dur. Je le vois avec mon fils qui maintenant n'est plus à l'école. Enfin, si, il est toujours à l'école, mais il a passé son bac. On leur impose parfois dans le programme des classiques. D'abord, ils ne sont pas forcément assez mûrs pour les lire, ou plus assez mûrs, parce que c'est une génération pas qui est moins mûre que les autres, mais l'école a baissé. L'école n'est plus… Niveau, vous voulez dire? Oui, oui. Moi, je raconte souvent que mon grand-père paternel, Amon, qui a appris le français à 8 ans, parce qu'il parlait que le breton, et n'a eu que son certificat d'études, parlait mieux le français que n'importe qui et ne faisait aucune faute d'orthographe alors qu'il avait été à l'école de la République dans un tout petit village en Bretagne qui s'appelle Belle-Île-en-Terre et il était plus au niveau qu'un type qui serait en bac plus 3 ou bac plus 4 aujourd'hui sur la culture et l'orthographe. Et donc, l'école a baissé et je pense que les goûts des enfants aussi, parce que
ils se retrouvent avec des classiques. Enfin, j'ai vu mon fils à avaler comme ça, en plus du programme qui est lourd, alors qu'ils ont un portable toute la journée dans la main. Donc, c'est un peu leur faute, mais ce n'est pas que leur faute. C'est trop lourd, moi, je pense. Et ce n'est pas assez ludique. Les choix ne sont pas assez ludiques. Mais maintenant, il y a des auteurs contemporains. Delphine de Vigan est rentrée au programme, justement. Donc, ça commence. On commence à ouvrir. Peut-être bientôt, on aura Frédéric de Guelt avec la grand-mère de Jade. J'étais dans un programme de bac, mais quand même, mon intervention dans une école un jour, la première que j'ai faite à 8h30, la prof de français m'a dit « Oh, vous êtes le premier auteur vivant qu'ils vont rencontrer. » Parce que rencontrer un auteur mort, c'est compliqué. Mais enfin, bon, c'est quand même très, très emblématique du truc. Ça calme, là, à 8h30 le matin, de cette histoire du français qui est un peu mort, en fait. Oui, oui. Et alors, vous parlez de ça, moi, comme vous devez le savoir, mon autre grand-père, c'est Jean Anouilh, donc lui, il est étudié à l'école aussi avec son Antigone, entre autres, et la prof de français de mon fils m'avait demandé, il y a 4-5 ans, de venir en parler aux élèves, et j'en avais parlé, je pense, le plus ludiquement possible, avec mon prisme, ma vision d'Antigone, et les mots m'étaient venus me voir après en me disant « Oh, mais c'est génial, en fait !» Donc, ça veut dire que les profs de français, les pauvres ne sont pas, enfin quand je dis les pauvres, c'est pas péjoratif, mais sont pas des acteurs ni des auteurs, donc eux, ils ont un programme à appliquer et ils ont peut-être une façon d'expliquer un texte oui, qui le rend pas attractif, vous voyez, parce qu'Antigone, c'est extraordinaire. C'est la même chose, Antigone, c'est comme Rhinocéros. Moi, je l'ai lu à 16 ans. Je me suis dit… à 16 ans, vous l'avez lu. Ah bon? Alors, vous l'avez lu en sachant que c'était votre grand-père. Oui, bien sûr. Ce n'était pas mon truc, quoi. Alors que je trouve que c'est une pièce extraordinaire aujourd'hui. Donc, il faut quand même un niveau de maturité pour être attrapé par un texte et pour le digérer et Déjà, être attrapé par un texte sans le voir jouer, alors que c'est une pièce de théâtre, c'est très difficile. Très dur à lire, le théâtre. C'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être écouté. Oui, mais je trouve que c'est quand même plus facile de rentrer en lecture par le théâtre que par un roman de Proust, quand même. Excusez-moi. Je suis d'accord. Et vous savez, on devrait presque demander à des acteurs… En fait, ça serait mieux, quand on étudie un texte de théâtre, de d'abord leur montrer une captation d'une pièce de théâtre. Et après, ils étudient le texte. Pour qu'ils aient eu les intonations, pour qu'ils aient perçu vraiment le sens de l'histoire. Les amener directement au théâtre. Non, mais au théâtre. Moi, j'allais au théâtre quand j'étais jeune. Notre prof de français nous amenait, quand on faisait des pièces classiques, on allait voir la pièce et après, on étudiait la pièce. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Mais d'abord, faut-il que la pièce se joue. Oui. Et puis, j'imagine que c'est beaucoup dans les villes. Et que à Paris, aucune excuse. Franchement. Oui, voilà. Votre pièce préférée, d'ailleurs, classique, c'est laquelle? Classique? Oui. Préférée, j'en sais pas. Il y a tellement de pièces extraordinaires. Là, tout de suite, je sais pas. Je ne sais pas. Classique. Peut-être que je dirais un Molière parce que dans les classiques, c'est quand même le maître de tous. Vous avez commencé par là, non? Sur les planches. Oui, d'ailleurs, j'ai commencé par là. Alors bon, l'Avare, c'est pas forcément mon Molière préféré, mais c'est celui que j'ai joué. Enfin, il est très, très connu. Non, mais parce que Molière était en dehors de divertir, c'est un homme qui, un peu comme La Fontaine d'ailleurs, qui est arrivé à se moquer malgré tout de la société sans être… en étant aimé de la monarchie, quoi. Ce qui n'était pas… c'était compliqué à l'époque. C'était pas gagné, oui. C'était pas gagné. Oui, enfin, en même temps, Shakespeare, c'est sublime. Je sais pas, Marivaux, c'est sublime. C'est compliqué. Flaubert aussi. Un classique, c'est… Je ne sais pas. Et puis, j'ai toujours du mal à répondre à ces questions. Quel est votre film préféré, votre livre préféré? Parce qu'en fait… Oui, la question est mal posée d'ailleurs. Non, elle n'est pas mal posée. C'est moi qui suis pleine de… Je suis une mixité, quoi. Moi, j'aime beaucoup de choses différentes. C'est comme en musique. Peut-être ça change avec les années aussi. Ça change avec les années et puis aussi avec la culture. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. On apprend jusqu'à la fin. Mais j'ai plutôt des goûts éclectiques en tout. Non, mais vraiment,
Je n'ai pas le même genre d'amis, je n'ai pas eu le même genre d'amoureux. Dans mon métier, je n'ai pas suivi un chemin tout tracé qui se ressemble. Je ne fais pas ou du théâtre de boulevard ou de la télé que populaire. Vous voyez, donc moi, ça serait difficile. Et puis, comme vous le dites, il y a des spectacles qui vous emportent complètement. Là, cette année, le spectacle qui m'a le plus emporté, c'est Le Voyage de Gulliver de Jonathan Swift à l'Athénée Louis Jouvet. J'étais époustouflée, mais époustouflée de joie, de qualité, de talent de Christian Reck et de Valérie Le Sort qui ont mis en scène, des acteurs, des costumes, tout était… Alors tout à coup, je vais m'exciter, je vais parler que de ça pendant 6 mois, puis je passerai à une autre quand je verrai un autre très beau spectacle. Oui, bien sûr. C'est le choc de lecture, j'imagine. C'est la même chose. Quand on est emporté, ça dure quelques mois, quelques semaines, où on peut parfois plus rien lire. C'est vrai qu'il y a des spectacles qui vous restent, enfin, oui, des livres. Par exemple, dans les livres qui vous ont emporté comme ça et qui vous ont… Cette année, par exemple, ouais. Alors, moi, je vais vous dire, je pense que l'auteur qui m'a le plus marqué, mais encore une fois, je le répète, je ne suis pas une grande lectrice. J'ai énormément de livres chez moi parce que j'achète beaucoup de livres. Parce que je me dis que je vais les lire. Donc, j'ai une pile à côté de ma table de nuit. Il doit y avoir 15 livres. C'est les livres que je veux lire cette année. Ce n'est pas gagné que je les lise les 15. Oui. Mais j'ai un engouement comme ça parce que je suis intéressée par plein de choses. L'auteur vraiment qui m'a le plus marqué, c'est Zweig. Parce que j'ai recommencé… En fait, je ne sais plus qui m'avait donné un Mary Higgins Clark. Donc, je devais avoir 17-18 ans. Mais je ne sais plus lequel parce que j'en ai lu beaucoup. Et c'est vrai, très honnêtement, que Mary Higgins Clark, comme c'était très ludique et que ce n'était pas de la grande littérature, je lisais ça très facilement. Et puis, comment suis-je arrivée à Zweig? Je ne sais plus, mais c'est exactement les mêmes âges. Hein. J'ai 17-18 ans. Je sais que c'était le joueur d'échecs. J'ai commencé par le joueur d'échecs. Et alors, c'était fluide. C'était, pardon, j'éteins une bougie parce que ça fume trop. C'était fluide, c'était très intéressant, c'était mystérieux. Il y avait un univers qui me fascinait. Puis moi, j'aime beaucoup Je suis toujours bien dans une atmosphère ancienne. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Quand j'étais petite, j'adorais aller dans les châteaux aussi. J'aime les fringues vintage. Tout ça n'a aucun rapport. Je dis des inepties, mais j'aime bien ne pas être lire des histoires ou voir des histoires qui ne se passent pas à mon époque. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu merveilleux pour moi qui m'emmène en voyage. Et de là, j'ai lu Amok, j'ai lu 24 heures la vie d'une femme, Lettre à une inconnue, enfin alors là, Zweig. Et je l'ai beaucoup conseillé et je pense avoir permis à certains amis à l'époque à commencer à lire grâce à Zweig, parce que je le trouvais passionnant. Vous offrez beaucoup de livres d'ailleurs? Comment? Vous offrez beaucoup de livres à vos amis ou pas? Ça m'arrive assez souvent, oui. J'offre des livres que j'ai aimés ou que je connais. Puis après, alors… Je ne sais pas non plus d'où ça vient et comment j'ai lu ce bouquin, mais c'est un livre qui m'a marqué parce que je me souviens très bien du titre. Je n'ai pas tous les détails de l'histoire parce que ça a bien 30-35 ans, mais je sais que j'avais été fascinée. C'était Mathias et le diable de Gérard Messadier. Vous avez lu ce livre ou pas? Mathias et le diable de Gérard Messadier. Je ne sais même pas qui est cet auteur. Je vois encore la couverture où il y a un moine. C'était un bouquin, donc j'étais vachement fière parce que j'avais tout lu. Hein. C'est le mystère qui vous intéresse en fait. Le mystère, le mystique. J'avais adoré ce bouquin, Et puis après, il y a les livres qu'on vous offre, les livres qu'on vous conseille, les livres dont vous lisez des articles et qui vous fascinent. Il y a les livres des copains aussi, des gens que vous connaissez. Donc… Voilà, et puis il y a aussi beaucoup de livres qui sont des livres qui ne sont pas liés, enfin qui vont être, j'en sais rien moi, un livre sur le présent, un livre sur… Ah oui, bravo! Ah ben c'était pas ça la couverture. Ah ben ça change. Ça change. J'avais adoré ce bouquin, vous êtes fort. Justement, les couvertures, vous, ça vous attire plus? Alors moi, je sais que j'ai un rapport avec le livre qui est particulier, avec l'objet. Moi, plus la couverture est space ou moche, plus j'achète le livre. Je ne sais pas pourquoi.
Bon, après, quand elles sont belles, j'aime aussi, mais dès qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, qui sort de l'ordinaire, moi, ça m'attire. Quand vous allez dans une librairie, vous faites quoi? C'est quoi votre impulsion? D'aller vers le libraire ou vous faites un tour Non, non, non. Moi, je j'aime pas les livres politiques là. Vous savez, quand il y a écrit là, ça, je vais pas vers là. Bon, alors après, si j'ai lu un article, par exemple le livre de Richard Malka, comment il s'appelle, qui est sorti l'année dernière, que j'ai trouvé vachement bien d'ailleurs, Le droit d'emmerder Dieu. Voilà. Oui, bon, j'avais lu un article, j'avais envie de le lire. Je suis passée dans une librairie, je l'ai vu et je l'ai acheté parmi d'autres livres. Voilà, donc ça, c'est. Mais je vais là où il y a les romans, moi. Alors, mais tous les romans étrangers, les romans français. Je vous dis où j'ai lu un article et je prends le livre, ou je retourne les livres et je lis la 4e de couverture. Et ça peut être le sujet. Le livre que j'ai adoré cette année, que beaucoup de gens ont lu, donc je ne dois vraiment pas être la seule à l'avoir adoré, c'est La carte postale. Anne Berest. Anne Berest. Je suis rentrée dans cette histoire, mais j'ai beaucoup aimé son écriture. C'est comme une fresque, une saga. En même temps, ce mystère, justement, encore une fois, là, de cette carte postale, et puis l'histoire de sa famille, mélangée à Picabia, à Gabriel Buffet. Et comment j'avais lu ce livre? Je l'ai acheté. Ça y est, je me souviens. Je l'ai acheté. Vous ne volez pas les livres, vous? Non, je ne vole pas les livres. Je ne vole pas les livres. On se doute que vous l'avez acheté. Voilà, prix Renaudot des lycéens, c'est vrai. Super. Formidable ce livre. Je l'ai acheté à Annecy pendant que je tournais. C'était une matinée où je ne tournais pas et j'étais allée à la librairie. Et ce livre-là, je l'ai offert 10 fois. Ah, quand même. Ah oui, oui. Je l'ai acheté à tout le HMC, la maquilleuse, la coiffeuse, l'habilleuse. Je m'en souviens très bien. Est-ce que le fait que ça soit une histoire vraie, ça compte pour vous? Oui, je pense que ça a compté. Je pense que ça a compté et que d'une certaine façon, alors je suis absolument pas d'origine juive, mais j'ai été, j'ai fait un transfert. D'abord, je comprends très bien ce qu'elle raconte, elle. Et elle dit, je m'appelle Anne Berest, mon père est breton, j'ai une tête de bretonne, et personne ne sait que je suis d'origine juive par ma mère. Et ce n'est pas la même chose que si je m'appelais Sophie Benamou et que ma mère n'était pas juive, mais que tout le monde pensait que j'étais juive parce que je m'appelle Sophie Benamou. Et puis, je comprends, je suis très attachée aux racines. Ça me touche beaucoup d'où on vient, même si, dans le fond, ça n'a pas d'importance. Mais oui, c'est quelque chose qui me touche profondément, les racines. Et puis, l'histoire des Juifs qui ont fui les pogroms, des Juifs de Biélorussie, là, de Crimée, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, notamment un livre extraordinaire, très dur à lire, mais c'est mon compagnon qui m'a un peu forcé à dépasser la difficulté, et qui, dans le genre, est une enquête comme La carte postale, en un peu plus compliqué, mais en passionnant. C'est Retour à Lemberg de Philippe Sand. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu, ce livre? Non, moi, je ne sais pas. Assez fascinant. Et alors, derrière, j'ai écouté un podcast sur France Culture, et dit par lui, il a une voix charmante en plus, ce monsieur avec un petit accent anglais. Et ça, je vous conseille de l'écouter, ce podcast. Il est toujours sur... je crois que c'était France Culture, oui. Est-ce que justement, c'est quoi un livre dur à lire pour vous? Eh bien, c'est un livre où l'écriture, pour moi, ne me paraît pas assez fluide. D'accord. Où je suis obligée de repasser 2-3 fois pour comprendre une phrase, où il y a tellement d'informations que tout à coup, il peut y avoir une forme de confusion. Il faut que je reparte en arrière pour être sûre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me happer et me passionner. Mais ce n'est pas une littérature innée. C'est pas, oui. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce qu'il y a énormément d'informations, parce qu'il y a des noms compliqués. En l'occurrence, dans Retour à Lemberg, ce sont des noms de villes qu'on ne se souvient pas. Lincoln Clark, je vous dis n'importe quoi, mais c'est des trucs polonais, ukrainiens, donc on confond, on ne sait plus. Et puis il a 14 cousins et les 36 sœurs. Enfin, tout à coup, voilà, c'est...
Mais c'est passionnant parce que là aussi, c'est une enquête extraordinaire, extraordinaire. Et c'est sur le même sujet. Et je vous dis, c'est marrant parce que je n'ai pas d'origine juive. J'ai beaucoup d'amis d'origine juive, mais moi, j'ai pas. Ça, c'est vraiment un grand livre, un grand livre. Je n'ai pas d'origine juive, mais je suis assez fascinée par ce sujet parce que ça me bouleverse, en fait. Ces gens qui pendant des siècles, n'ont pas eu de pays et ont passé leur vie à fuir de pays en pays. Alors, un coup, on leur disait, c'est cool, le régent, là, il vous aime bien, vous êtes tranquille. Puis après, il fallait qu'ils se cassent en courant, en laissant tout, parce qu'ils étaient… je pense que Les Déracinés, ça vous plaira. Oui. Ah oui. Le livre de Catherine Bardon, parce qu'ils partent pendant la guerre, retrouver… en fait, un autre dictateur que celui qu'ils fuient leur offre la possibilité de vivre en République dominicaine et ils sont 3000 ou 5000, je ne me rappelle plus du nombre exact. Il y a toute l'histoire qui est prise depuis 1933, 1932 à peu près. Ah, écoutez, avec plaisir. De cette communauté. Et ensuite, elle suit les descendants aussi, dont certains repartent en Israël, d'autres vont vivre à New York. C'est très fascinant. Mais je pense qu'on est tous… je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des origines juives pour être fasciné par cette histoire, par ce drame aussi. Oui, mais tous ces gens alors la branche, j'ai des copains, ils ont des cousins aux États-Unis parce que les grands-oncles sont partis à l'époque aux États-Unis, d'autres sont restés en France, donc même leur nom a changé parce que… Oui. Il s'est francisé d'un côté, il s'est américanisé de l'autre, et en même temps, ces gens leurs deux grands-pères étaient frères, quoi. C'est-à-dire que cette espèce de fuite pour essayer d'être heureux et qu'on les emmerde pas. Enfin, c'est très particulier. Mais en même temps, je vais vous dire, je suis fascinée par aussi, enfin pas fascinée, mais je suis très en empathie. Je pense que j'ai une hypersensibilité en vieillissant, c'est de pire en pire. Donc, je passe mon temps à me dire que j'ai presque honte d'être une privilégiée par rapport au reste du monde. Je passe mon temps à me dire c'est affreux ce qui se passe partout là. Partout dans le monde. Je pourrais vous citer 25 pays. C'est cette empathie qui vous permet de jouer de mieux en mieux. Je ne sais pas, mais peut-être de vous glisser mieux dans les personnages. Je suis consciente de la chance qu'on a, oui. De la chance que j'ai de vivre en France et de travailler et de gagner ma vie. Est-ce que vous vous glissez dans les personnages quand vous lisez? Quand je lis, oui, il y a sûrement une petite forme, pas d'identification, mais en tout cas, je suis avec eux. Je suis comme un petit Jiminy Cricket qui les suit et qui prend parti, certainement. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est étrange parce que quand j'y pense, là, j'ai lu Marceline Evans, oui, je n'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu 2. Ça m'avait aussi fortement interpellée parce que je pense, mais ça c'est un truc qui me vient de petite fille, j'ai grandi en Afrique et je pense que ça me vient de mon enfance en Afrique où quand on est rentré en France, j'ai pris très vite conscience qu'on avait de la chance. Et je ne dis pas ça parce que les Sénégalais ne vivaient pas, ils ne souffraient pas le martyre, c'est pas ça, mais je me disais, ces gens qui ne font, je n'ai que des beaux souvenirs de là-bas, ces gens qui font que nous sourire, c'était tellement génial, on a tellement été bien accueillis avec mes parents et ma sœur, on a été tellement heureux. Et voilà, ils n'ont pas le droit de voyager comme moi, je le vois encore, j'ai des copains, il faut qu'ils aillent demander qu'ils aillent à l'ambassade et tout pour bien prouver qu'ils viennent en France voir leur père et qu'ils vont repartir. Enfin, voilà, le privilège, je le ressens depuis toujours. Dans la lecture, même ce privilège, vous avez été… Enfin, je me souviens d'une image qui m'avait frappée, c'est ces enfants qui sont autour d'un réverbère agglutinés et qui lisent parce qu'il y a de la lumière pour lire le soir sous le réverbère. C'était pas au Sénégal, mais… Oui, non, mais vous avez raison, le privilège de la lecture, le privilège de l'éducation, de l'instruction, le privilège de… Il y a des gens qui rêvent de pouvoir aller à l'école, qui rêvent de pouvoir étudier, de faire des études. Et puis, c'est tout le paradoxe. Nous, nos enfants, c'est limite si ça les emmerde pas, quoi.
c'est dramatique, mais... Très attaché à la langue et au langage, hein, il me semble. Alors justement, moi j'ai une question très précise. Vous incarnez depuis 2015 un commissaire célèbre, Florence Cassandre, et moi, personnellement, je n'ai jamais vu un commissaire parler comme vous parlez dans la série. Est-ce que c'était pour justement véhiculer je ne sais pas. C'est la criminologue libraire qui est en quête. Alors, je vais te dire, je me suis inspirée de personne, puisque ça reste quand même de la fiction et que c'est du polar familial. Hein, on n'est pas sur Canal+, ou sur HBO. Mais je me souviens m'être dit... alors, j'ai quand même rencontré des vrais policiers et je suis assez copine avec une partie du vrai commissariat d'Annecy, d'ailleurs. D'abord, les flics sont des gens comme les autres. Oui. Non, mais vraiment, enfin, voilà, il y a les bons et les mauvais. Donc, on dit toujours. Alors, effectivement, ça n'est pas normal puisque eux ont la force et détiennent la force, le pouvoir et puis l'arme. Quand ils se comportent mal, il faut qu'ils soient punis. Il n'y a même pas de discussion. Mais attendez, je pars dans une digression et je vais me perdre. Non, ce que je voulais dire, c'est que avant tout, cette commissaire, c'est une femme. Avant d'être commissaire, c'est une femme comme les autres, avec ses névroses, avec ses problèmes, avec ses angoisses, avec ses incertitudes. Et évidemment, je me suis servie de mon langage, de ma spontanéité, parce que lorsqu'on joue un personnage au long cours comme ça, quand ce n'est pas une histoire, un unitaire, c'est pas que c'est plus difficile de composer, mais oui, c'est plus difficile de composer sur 30 épisodes d'1h30. Et je me suis dit, et pourquoi elle serait pas... voilà, c'est une fille qui excelle dans son métier, mais dès qu'elle rentre à la maison, ben, c'est une femme comme les autres, c'est une anti-héroïne, avec plein de défauts, avec plein de... Et puis voilà, je me suis servi de plein de trucs avec mon fils, par exemple, qui est mon côté mère juive que je ne suis pas. J'ai qu'un enfant, j'ai complètement focus dessus. Alors ça y est, maintenant je le lâche un peu. Mais ça m'a amusé d'extrapoler des situations qui sont quand même dans ma vie privée moins ridicules, mais quand elle parle à son fils qui a 22 ans comme s'il en avait 12 et qu'elle s'inquiète. Mais c'est moi qui extrapole tout ça. Puis j'ai la chance d'être avec 2 productrices et puis une chaîne France Télévisions qui m'autorise, qui me laisse, et puis des auteurs qui sont très gentils parce qu'ils me laissent réécrire mes dialogues un peu comme je veux, tant que c'est... Vous lisez des polars, justement, ou pas? Ou pas du tout? Oui, pas tant que ça, mais j'en ai lu. Si, j'ai lu un polar très bien qui est écrit par une amie, d'ailleurs, Rosine de Sandrine Cohen. Je l'ai lu cet été. Terrible. Terrible. La femme qui tue ses 2 enfants, on est d'accord? Oui, c'est ça. Mais c'était par le fait que c'était une amie. Je n'aurais peut-être pas acheté... Et parce que je vous dis, je suis toujours en train de me dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Oh là là, il faut que je lise ça, il faut que je lise ça, et j'ai ça à faire. Oh, il faut que je corrige tel texte. Ah, et puis en plus, j'écris un spectacle. Alors, non, ça fait 3 ans que je le dis, donc je ne vous dis pas. J'ai jamais le temps de rien. Donc, je ne me donne pas de priorité. Il faudrait que je me donne des priorités. Ce soir, je lis. Point. Alors justement, pour vous, la lecture, c'est quoi? C'est une évasion puisque vous n'avez pas le temps. Donc, quand vous rentrez dans un livre, vous vous dites, ça y est, je vais rentrer dans un autre monde. C'est une récréation, c'est quoi? Non, en fait, il faut que quand je suis très occupée, comme c'est le cas là, il faut que je sois happée tout de suite, sinon je vais le poser. Par exemple, la carte postale que j'ai lue l'année dernière, j'étais en plein tournage. Normalement, ça ne marche pas du tout. J'ai été happée tout de suite. Donc, je le lisais carrément dans ma loge. Dès que j'avais rien à faire, je prenais le livre et je lisais. Mais en règle générale, si je ne suis pas happée tout de suite, ça va être le soir. Et oui, c'est pour m'évader. C'est pour apprendre aussi, pour m'enrichir. Et effectivement, les moments où je lis le plus sont les moments où je suis en vacances. Parce que j'ai le temps. Donc, je me dis, et là, je peux m'accrocher à un livre. Et alors, je n'aime pas du tout lâcher un livre en plein milieu, même quand je m'emmerde atrocement. Ça m'énerve. Je vais jusqu'au bout. Oui, je veux finir. Et je lui en veux au livre, parce que je perds du temps. Et pas je sais que c'est chiant et que ce n'est pas bien. Mais ça me fait de la peine de l'abandonner. Vous en voulez au livre, mais pas à l'auteur. Oui, à l'auteur. Est-ce que vous le balancez? Est-ce que vous jetez? Vous le jetez après, vous en faites quoi? Non, je jette pas, mais oui, enfin, je sais pas. Non, j'ai plein de bouquins là qui m'ont pas plu, qui sont sous les trucs. Faudra que je les jette ou je les donne. Oui, non, je veux dire, jeter. Moi, une fois, ça m'est arrivé de rage. J'étais en colère après le lire. Je l'ai jeté. C'est la première fois que j'ai jeté au sol un livre. mais j'ai eu aucun regret. Hein. J'étais vraiment énervée, quoi. J'en ai coupé en 3 morceaux, moi, avec des ciseaux.
Ah, quelle horreur. En 3 morceaux, une décision. Ouais, Ah, ouais, c'est un assassinat. très énervé. Ah oui, j'étais très énervée. Et vous pensez quoi des livres qui sont adaptés au cinéma Ben, écoutez, j'ai tourné là Justement, je le voudrais le livre de montrer parce Juliette que Boudre. moi, il m'a beaucoup marqué. Alors, on ne voit pas trop. J'allais vous en parler, Maman ne me laisse pas m'endormir, de Juliette Boudre, qui est une de mes meilleures amies en plus. Ce livre, il est au-delà du percutant, il est arrachant. Et puis en plus, quand on est maman, comme c'est mon cas d'un garçon sensiblement du même âge, là pour le coup, on fait un transfert. C'est très important. C'est très important que ce livre-là soit adapté, parce que je pense sérieusement que s'ils arrivent à le faire passer dans les écoles, ça va faire avancer le schmilblick pour les mômes. Alors, Vous pouvez nous rappeler? Alors, dans le contexte, c'est l'histoire de Joseph qui est mort à 18 ans après une overdose d'opiacés. Donc, Juliette Boudre s'est battue pour que ce livre sorte. Elle l'a écrit aux éditions de l'Observatoire, mais c'est sorti maintenant en poche chez J'ai lu. Donc, il a été adapté en série par Sylvie Testu, que tu connais bien, Frédéric. En unitaire. Voilà. Et donc, Gwendoline interprète le rôle de Juliette, donc de la maman. Et effectivement, quand moi, je l'ai eu entre les mains, je voulais absolument le lire. Et je crois que j'ai été une des premières à faire un retour à Juliette. J'ai dit, mais ce livre, il faut que les ados le lisent. Moi, je le fais lire à des ados, à des parents, en leur disant, mais faites-le lire, parce que c'est très important. Donc, c'est sur l'addiction des opiacés. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, ce que c'est une bonne adaptation d'un livre, par exemple? Sur un livre comme ça, c'est très important, justement. Vous savez, ce qui est compliqué avec les adaptations, c'est que lorsqu'on lit un livre, on a ses propres images qui sont probablement liées aussi à son propre vécu. Donc, on a une vision très personnelle et on est probablement forcément toujours un peu déçu quand on voit une adaptation. Parce que, j'avais vu une assez belle adaptation, La promesse de l'aube, qui avait été jouée par Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. C'était assez. On n'imagine pas du tout dans ce rôle-là, d'ailleurs. Pas du tout. Ouais. C'était assez réussi. Le tout, je crois que je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises adaptations. Le tout est d'arriver peut-être à ce que le spectateur en sortant se dise « Waouh, sublime histoire, j'aimerais bien lire le livre ». Oui. Mais c'est compliqué, ça doit toujours être décevant pour ceux qui ont lu. En tout cas, pour ceux qui ont lu. Oui. En fait, plus on a lu il y a longtemps et moins on a de détails et plus on est bienveillant avec l'adaptation, souvent. Oui, sûrement. Moi, jamais. Moi, je n'ai aucune adaptation que je trouve bonne. Oui, mais parce qu'on est toujours déçus. Je pense il y a des adaptations quand même qui ont marqué et à tel point que parfois on a oublié qu'il y a un livre derrière. Je pense au Guépard, par exemple. Oui. Une sublime adaptation et finalement. Oui, mais par exemple, regardez Belle de jour de Kessel. Bon, le film est extraordinaire parce que Deneuve, parce que Fabian, parce que ce que vous voulez, Buñuel, et les gens pour la plupart n'ont pas lu le livre. Le livre. Mais le Guépard non plus, Lampedusa, qui a lu Lampedusa, il y a des grandes plages. Oui, bien sûr, toi, mais toi, t'es incapable. Et vous êtes une encyclopédie. Non. Ici, vous êtes la grande bibliothèque de France. Mais non. Chevalier libraire, on l'appelle. Autant on emporte le vent est une très belle adaptation. Oui, c'est vrai. Très bien qu'on en parle, puisqu'on l'a cloué au pilori il n'y a pas longtemps, ce qui est une bêtise absolue. Non, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est l'adaptation du livre de Karine Thuil, Les choses humaines, parce que je reconnaissais les phrases de Karine. Alors moi, je connaissais bien le texte. Et au cinéma, je trouve quand on reconnaît les textes de l'auteur, je trouve ça, c'est formidable. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après. On ne peut pas toujours le faire aussi. Moi, ce que j'adorais, c'est les gens qui venaient au magasin en me disant « Je voudrais le livre du film ». Je leur dis non, c'est le livre qui a été adapté au cinéma. Et ils avaient du mal avec ça, les gens. Et d'ailleurs, est-ce que quand vous voyez des adaptations, vous lisez le livre d'abord ou l'inverse? Non. Ou je l'ai lu et je vais voir le film, ou je vais voir le film et peut-être je vais avoir envie de lire le livre derrière, mais je ne lis pas avant d'aller voir le film. Oui. Non, il me faudrait trop de temps. Mais c'est marrant parce qu'en parlant de ça, il y a un film qui vient de sortir que j'ai trouvé absolument formidable. S'il est encore à l'affiche, il faut absolument que vous y alliez. Les miens de Roche Dizem. C'est très, très bien. Et son frère, je suis en train de… livre. Exactement, qui s'appelle Les Pas perdus, Mustapha Zem. Et je suis en train de le lire.
Et moi, il Et faut que c'est je le lise. très intéressant. C'est une autre version parce que justement, on ne peut pas tout dire dans un film parce qu'on n'a pas le temps et puis parce que le prisme de Roch Dizem n'est pas le même que celui de Mustapha. Pourtant, c'est quand même d'une certaine façon une partie de la même histoire. Mais c'est très joli ce que j'ai commencé à lire sur cette famille qui habitait Drancy et qui était très, très amie, toute la famille Zamzem, il s'appelle à la base Zem, avec une famille juive en face. Ils étaient mais, hyper copains, les parents, les enfants. Et puis, enfin, ce qu'il raconte sur ses parents, sur ses frères et sœurs, c'est touchant, c'est assez touchant. Et là, pour le coup, bon, il se trouve que j'avais vu le film avant et que je connais un peu Rushdie, mais donc j'ai lu le livre à travers, je suis en train de lire le livre à travers le film, mais le livre m'apporte encore autre chose. Ça n'est pas une copie du film. Puisque ce n'est pas du tout cette adaptation d'ailleurs. Mais non, c'est-à-dire que c'est pas l'adaptation. Il raconte quand même une grande partie du film parce que il a eu un accident en fait cérébral. Enfin oui, et il a écrit ce livre à partir de ce moment-là. Donc il parle quand même de l'histoire du film et de sa famille, mais c'est plus dans le détail. Et c'est pas le même point de vue. C'est pas le même point de vue, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, tous les internautes qui nous regardent ont parlé d'enfants tout à l'heure. Comment vous avez fait lire votre fils ou vous lui avez proposé des livres? Comment vous avez fait? Non, mais là, c'est un cauchemar. Moi, j'ai du mal à m'en sortir. Non, mais je vous le dis. C'est pour ça que j'ai vu qu'il a été obligé de lire à cause de l'école, par l'école. Donc, tant qu'il était petit, il était assez malléable. Mais alors, à l'adolescence, d'abord, ça l'ennuyait. Alors, certains livres lui ont un peu plu, mais bof, mais je vais vous dire, moi, il a lu 100 livres, One Piece. Il les a tous lus. C'est bien. Le manga, je trouve que le manga. Ah ben, il est fou de One Piece. Et il a 18 ans. Et il me dit, je peux les relire aujourd'hui, j'ai une vision différente. Mais il est encore un peu jeune. Il est encore un peu jeune. Mais un jour, je lui filerai le bon bouquin, un été où il aura du temps. Vous savez déjà lequel c'est? Non, mais il faudra que je sois finaude. Il faudra que ça soit sur un sujet qui l'intéresse. Ou peut-être que c'est une fille qui lui donnera envie de lire. Parce que ça peut marcher aussi. Et vous parliez d'univers étranger tout à l'heure. Est-ce qu'on peut inclure là-dedans Janer, Léo du Hurlevent, d'univers du passé? Bien sûr, parce que ça a un côté féerique, comme ça, un petit peu. Mais complètement. Léo de Hurlevent, le parfum de Susskind. Oui, c'est que des livres. Il y avait un livre que j'avais adoré quand j'étais jeune. Et alors, je me demande si ça, c'est pas à l'école. Si ça doit être à l'école. Au bonheur des dames. Ah oui, ça c'est forcément à l'école. Ça, j'avais adoré. Je m'étais complètement identifiée. J'étais dans ce monde-là. En fait, j'ai l'impression, quand je lis un livre à une certaine époque, je me fous dans l'époque. Je m'identifie à l'époque. Alors, vous pouvez le faire avec un livre assez récent, qui est un livre de Tatiana Dronet, qui s'appelle « Nous irons mieux demain ». Ah, j'aime bien Tatiana Dronet. Et elle ne parle que de Zola dans ce livre, enfin pas que de ça, mais il y a une histoire aussi. Mais Zola est partout et on sort de ce livre, on a juste envie de relire tout Zola. Alors qu'elle inclut cette histoire dans une histoire plutôt contemporaine en fait. Redites-moi le titre parce que je vais l'écrire. Nous irons mieux demain. Nous irons mieux demain. Oui, bien. Ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps, avec la rentrée là. Ah, nous irons mieux demain. Ben, ça, c'est une bonne idée parce que ça peut donner envie de lire. Oui, bien sûr. De relire. Et il y a aussi dans ce caractère dans cette spécialité de parler des autres auteurs à l'intérieur d'un livre, il y a un livre de Nancy Houston qui s'appelle Paroles d'Annie Leclerc. Paroles d'Annie Leclerc. Alors, justement dans la collection Un endroit où aller chez Actes Sud. Et c'est pareil, c'est un hommage à Annie Leclerc et on a juste envie
de relire Toi, Annie Leclerc quand on sort du livre de Nancy Houston. Elles étaient très amies et elles parlent de cette amitié et aussi de tout ce que cette femme a apporté au féminisme, puisqu'elle s'est fait jeter par Simone de Beauvoir, parce qu'elle n'avait pas le même avis sur… Moi, Simone de Beauvoir, vous voyez, j'ai un avis. Alors, je vais vous dire un truc très, très con, hein, mais je le pense. Depuis que j'ai appris qu'elle amenait des petites jeunes filles à Sartre, ça m'a gonflé. J'ai plus du tout envie de… Voilà. Là, c'est con, hein, ce que je dis, mais tout à coup, j'ai vu une femme dégueulasse. C'est très cohérent. C'est con ce que je dis. Oui, non, mais c'est quand même con parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Il y a ce débat, on le connaît avec Céline. On peut être un immense auteur et être une crapule épouvantable, un monstre, une merde humaine. Je pèse mes mots. Et être immense, un immense auteur. Oui, mais c'est quelque chose qu'on dit pour le métier artistique, et comme le remarquait Blanche Gardin, on ne le dit pas pour un boulanger. Oui, c'est vrai. Non, mais franchement, faut faire une différence entre l'homme et l'œuvre. Franchement, c'est vrai que comme elle dit, on ne dit pas d'un boulanger, ah bah oui, il entraîne les petits mitrons derrière, mais il fait du bon pain. Sa baguette est tellement bonne. Oui, non, mais vous avez raison, vous avez raison. Quelque part, c'est normal de s'intéresser à la personne humaine, je crois. Oui, oui, je suis d'accord. Et en tout cas, moi, je marche comme ça. Et elle ne m'a plus du tout intéressée. Je me suis dit, en fait, elle me dégoûte, cette bonne femme. J'ai pas du tout aimé ce… Alors, quelle est la sexualité qu'elle veut, ça, je m'en fous complètement. Moi, je suis pour la liberté, au contraire. Mais qu'elle ait fomenté des trucs pour faire tomber dans le piège des toutes petites jeunes filles pour les filer à Sartre, qui a une sale tronche, là, ça me dégoûte. Je ne peux plus la blairer. Donc, vous ne lisez pas Sartre non plus. Pour voir. Ils sont habillés pour l'hiver. Ça y est. Comment? Je dis, ils sont habillés pour l'hiver, les deux. Ah non, mais bon. Tu vois, un minimum quand même. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer à l'écriture, de prendre un stylo et d'aller écrire, bon, j'imagine votre histoire personnelle, puisque c'est assez personnel, mais comment vous êtes passé des planches à l'écriture? En fait, j'adore écrire depuis toujours, mais jamais il ne m'est passé dans l'idée que j'étais capable d'écrire, en tout cas que ce que j'écrivais était peut-être intéressant. J'ai, comme beaucoup de femmes, malheureusement, un syndrome d'imposture que je garde toujours. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ce n'est pas parce que je suis spontanée et à l'aise que je pense que je suis quelqu'un de fantastique. Et j'avais un grand-père auteur dramatique qui, à une époque, était vraiment une sommité. Hein, c'était l'auteur français vivant, le plus joué dans le monde de son vivant. Donc, ce n'est pas rien hein, à l'époque, c'est-à-dire à New York, Londres, Berlin, Jean Anouilh, hein, Tokyo. Donc, moi, je grandissais quand même beaucoup dans cet univers et il n'était pas question pour moi d'écrire. Et en plus, je ne me trouvais pas particulièrement intelligente parce que j'avais grandi avec ce « Ah, est-ce qu'elle est mignonne? Oh, elle est trop mignonne. Oh, est-ce qu'elle est jolie ?» Donc, il y avait un truc un peu réducteur avec mes yeux bleus. Je me disais probablement « Bon, écoute, t'es rigolote et puis t'as des yeux bleus, c'est suffisant. Tu ne vas pas te mettre à être intelligente en plus. » Et il y avait un peu de ça. Hein, je schématise, mais oh mon petit papa Jean. Je l'appelais papa Jean. On l'appelait papa Jean, nous, les petits-enfants. Et en fait… bon, ma mère décède jeune, donc à 58 ans. J'avais un rapport avec elle assez compliqué, comme c'est le cas de beaucoup de filles avec leur maman. Et j'avais déjà écrit des débuts de scénario, des courts-métrages, une espèce de journal intime qui était un peu comme un journal de bord. Mais tout ça était pour moi. Et puis, j'ai eu besoin d'écrire sur ma mère, besoin d'écrire ma vision, parce que j'étais en colère contre ma mère. J'étais en colère qu'elle soit partie si tôt. J'avais le sentiment que c'était un peu de sa faute. Je le pense toujours un peu d'ailleurs. Et je le pense, mais maintenant je lui ai pardonné. C'est la grande différence. Parce qu'en fait, elle a choisi sa vie et qu'on est libre. Hein, à un moment, on fait des choix. Personne ne l'a forcé. Mais j'étais probablement en manque de ma mère et en colère de tout ce qu'elle nous avait fait vivre, parce que ce n'est pas que sa mort, c'est tout ce qui est avant, et puis tout ce qu'on ne vivra pas avec elle après. Et je me suis mise à écrire. Et c'est mon père, qui était divorcé d'elle depuis 30 ans, qui me dit pourquoi tu ne lui envoies pas un… Je lui dis mais ça ne va pas, mais personne ne va me lire, enfin papa, t'as craqué. Je suis tout sauf écrivain, je ne vais pas me mêler de littérature. Il me dit t'as qu'à prendre des éditeurs il m'avait dit dans ta bibliothèque, t'en prends 5 et puis t'envoies, puis tu verras bien. Puis il y en a 2 qui m'ont dit oui, dites donc. Je m'en suis pas remise, hein, toujours maintenant. Hein. Je m'en suis toujours pas remise. Ils ont bien fait, hein, ils ont bien fait.
Ah non, mais c'est fou. Et en fait, moi, je pense que j'écris probablement un peu comme je parle, assez spontanément. J'adore ça. Alors là, j'écris pas parce que, comme je vous le disais, j'ai le temps de rien. Mais il m'arrive sur Instagram, tout à coup, je pars en chichi en 2 secondes. Mais pour rien, je ne l'ai pas du tout préparé. Je mets une photo et là, il y a un truc. Ça se fait très vite. Et puis les gens ont la gentillesse de me dire, oh, vous avez une jolie plume et tout. Bon, je me dis que je sais aligner 3 mots et que j'en ai 5 de vocabulaire, mais je n'ai pas l'impression non plus. Non, je confirme. Hein. Ils sont bien, ces posts. Oui, ils sont très bien. Ouais. Hier ou avant-hier, c'est sympathique de votre part. Oui, mais non, mais c'est ça écrire aussi. C'est ce qui s'écrit. C'est effectivement cette spontanéité qui fait que ça passe pas par la tête, mais par une vibration du corps et que ça sort avec une sincérité qui n'est pas, qui est identifiable immédiatement. Et ce qui m'intéresse, le plus, comment vous dire, ce que j'en ressors de très positif, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup touchée, c'est que je crois, sans m'en rendre compte, que j'écris avec beaucoup de... On comprend tout de suite ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'arrive à exprimer ce que je ressens. Probablement, je vous disais, j'écris comme je parle. Ce n'est pas exactement vrai, mais j'arrive à... Parce que c'est ce que me disent les gens. Mais même ma sœur, elle me dit, mais c'est dingue, on est avec... Alors, je ne sais pas si c'est un talent, c'est une facilité. Je ne le travaille pas. Vous avez des facilités. Je pense que vous avez des facilités à créer une atmosphère, parce que c'est moi qui vous ai lu, et plusieurs fois. Le livre, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai relu hier soir pour être bien à jour. Si, je vous ai lu en 2014, je vous ai relu. Mais vous êtes dément. Un peu. Et effectivement, il y a cette fluidité, et on a l'impression d'être à côté de vous avoir toujours connu et que vous nous parlez, en fait, c'est ça. Mais c'est marrant parce que dans la vie, je crois que je suis quelqu'un de très... Moi, je fais des différences avec rien ni personne. Moi. J'aime ça. J'aime la proximité avec les autres. J'aime les autres. Moi l'enfer n'est pas les autres, moi. Contrairement à notre amie là, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, moi, j'aime les autres. Je pense que, quelle que soit la rencontre, elle est enrichissante. J'aime transmettre, j'aime partager, j'aime donner, j'aime échanger, j'aime recevoir aussi. Donc, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été un événement pour moi capital dans ma vie parce que je me suis retrouvée à faire l'inverse de mon métier, c'est-à-dire seule, à ne pas me brider, à écrire ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Alors là, cette liberté, cette indépendance, ça m'a plu, vous ne pouvez pas savoir. Et ne pas rentrer dans un rôle aussi. Ne pas rentrer dans un rôle. J'ai adoré écrire. Et je pense que je réécrirais. Je réécrirais probablement un livre, mais comme je suis assez exigeante, celui-là, il est sorti comme ça, là, comme un cri. Mais si c'est pour écrire n'importe quoi ou comme la copine à côté, ça m'emmerde. Donc, je réécrirai quand ça sera le moment, quand ça me paraîtra intéressant, ce qui ne sera peut-être pas le cas. Alors, plutôt un roman, alors? Je ne sais pas si je suis capable d'inventer. Je crois qu'en ce qui me concerne, j'écris bien ce que je connais ou ce que j'ai vécu. Je pourrais extrapoler et fictionner, mais en partant d'un angle ou d'une base que je connais ou que j'ai vécu. Alors justement, il y a un message qui est arrivé de... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anaëlle. Et elle aussi, elle vous a lu puisqu'elle dit vous avez également écrit un livre que j'ai adoré d'ailleurs et qui montre parfaitement votre habileté des mots. N'avez-vous jamais songé à en faire votre métier? Alors ça, vous avez un peu répondu. Et surtout, elle a un message aussi personnel. Vous êtes une femme formidable et une actrice incroyable qui m'inspire un peu plus chaque jour. Je vous dois beaucoup. Donc ça, je vous transmets le message d'Anaëlle. On avait demandé à ce que les messages viennent, puisque cette émission n'est pas en direct et enregistrée. On avait demandé à ce que les questions viennent avant. Voilà, et alors justement, elle a une question précise. Vous avez grandi dans le milieu artistique, oui. Mais y a-t-il eu une interprétation qui a eu l'effet d'un déclic concernant votre envie de devenir comédienne? On me pose souvent cette question. Je crois que d'avoir grandi dans un milieu artistique, il y avait des choses qui me paraissaient naturelles. Moi, à 7-8 ans, on allait au théâtre tout le temps. Il y avait des acteurs. J'étais beaucoup chez ma grand-mère parce qu'on revenait d'Afrique et que ma mère était très jeune. Elle était par Mons et par Vaux avec des amoureux. Enfin, on était beaucoup chez ma grand-mère qui était metteur en scène. Et donc, il y avait beaucoup d'acteurs. On allait au théâtre. C'était un milieu, pour moi, je savais que les copains, ce n'était pas pareil. Mais bon, voilà. Donc, j'ai joué dans des petits trucs. J'avais joué dans un téléfilm. Dans Loulou de Piala, j'avais eu des petites scènes aussi. Je dis souvent que j'ai fait ce métier pas par paresse, mais par
d'abord pour ma grand-mère, parce que j'adorais ma grand-mère et que je voulais me rapprocher d'elle, continuer à parler de théâtre avec elle et l'éblouir un peu, parce que c'était toujours « Oh, Gwendoline, Lady de Nantes !» Je lui avais dit « C'est qui cette Lady ?» Comme si c'était Lady Diana, Lady de Nantes. Je me souviens encore « Oh, Gwendoline, je vais avoir 14 ans. Oh !» Alors, je voulais lui plaire, lui montrer que que je pouvais parler le même langage qu'elle. C'était un challenge aussi, parce que dès que j'ai pris des cours de théâtre, j'ai compris que ça rigolait pas du tout. Hein, c'était très, très compliqué. Et donc, ça m'a donné un cadre. Ça m'a donné un cadre dont j'avais besoin, parce que c'était quand même une famille un peu olé olé. Et je pense que j'étais faite pour ça. Mon père me dit souvent que j'étais un clown. Il me dit, mais tu te souviens? Je ne me souviens pas du tout. Il me dit, tu n'avais pas du tout le physique d'un clown, mais tu étais un clown. Tu faisais l'idiote tout le temps. Tu prenais un club, tu imitais Gainsbourg à 8 ans, tu faisais des imitations et tout. J'ai fait des spectacles à l'école, ça je m'en souviens, sur Jeux interdits. Donc, il doit y avoir une part d'inné, une part d'acquis par la famille, et puis peut-être, bon, comme vous le disiez, les boulangers, non, vous ne le disiez pas, mais on parlait de boulangers pour d'autres raisons. Les boulangers font souvent des boulangers, hein, et puis les médecins des médecins, et puis pourquoi les acteurs ne feraient pas des acteurs? Enfin, vous voyez, c'est un mélange de choses. En tout cas, c'était bien pour moi. C'était exactement le métier que je suis très heureuse de faire ce métier, qui est difficile. Hein. Quelquefois, je me dis, oh là là, est-ce que je ne serais pas mieux avec un salaire fixe tous les mois et en même temps, est-ce que j'aurais supporté l'autorité et la bêtise d'un patron que je n'aurais pas aimé? Bon, là, j'en supporte aussi. Hein. Comment une profession libérale comme votre grand-mère pharmacienne, ça vous aurait pas plu? J'aurais peut-être, je dis souvent, j'aurais bien aimé être avocate ou psy. Et en même temps, empathique comme je suis, j'aurais pris toute la glauquerie des autres sur moi et après, je me suis fait des herpès et des eczémas. Vous voyez? C'est joli, la glauquerie. J'aime beaucoup comme mot. Non, mais, si votre fils voulait être acteur, vous lui diriez quoi? Eh bien, mon fils, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, mais il est déjà un peu acteur et en même temps, il compose beaucoup et il fait du rap, beaucoup dans sa chambre, mais très sérieusement. Et donc, il est écrit dans une école de commerce. Donc, il écrit, mais il écrit des chansons. Et il est dans une école de commerce, il a plein d'idées. Donc, il fait des études. Là, il y a ses partiels qui arrivent. Et il commence à trouver ça intéressant. Et alors, jusqu'à présent, moi, je ne l'ai jamais forcé à rien. Et pour vous dire la vérité, ce n'est pas mon grand bonheur et mon excitation que mon fils devienne acteur. Mais j'ai toujours dit, il fera ce qu'il veut. Mais pour pouvoir faire ce qu'il veut, il faut qu'il ait plusieurs chemins, qu'il puisse un peu tâtonner, toucher, et puis ça va se faire. Les choses se font à un moment parce qu'elles deviennent évidentes. Et il a la chance, effectivement, c'est sûr que c'est plus facile pour lui, qui a une maman comédienne, de commencer dans ce métier, puisque j'ai un agent dont il peut bénéficier, qui peut lui donner des rendez-vous. Moi, à l'époque, c'était pas ça. Hein. Votre grand-mère ne vous a pas aidé? Ben non, mais moi, je suis rentrée en cours de théâtre très vite, au théâtre de l'Atelier. Je me payais mes cours, j'étais hôtesse dans des trucs. Parce que moi, ils ne voulaient pas du tout que je fasse ce métier au début. Hein. Après, ça a été adoubé tout de suite dès que j'ai été prise par Pierre Franck pour jouer l'avare avec Michel Bouquet. Mais un an avant, c'était un non. Un non. Tu ne dois pas être comédienne. Mon grand-père qui disait c'est un métier, il faut faire la pute tout le temps. Il adorait les acteurs, mais il disait il faut faire la pute, il faut être en séduction tout le temps. Moi, je n'ai pas envie que vous soyez obligé de faire des sourires à des cons, quoi. Donc, ce n'était pas bienvenu. Hein. Et ma grand-mère, très vite, quand elle a vu que j'étais engagée, et pas par elle, pas par son biais, elle s'est dit, OK, alors là, je la laisse. Et puis après, voilà, hein, chacun, ça aurait pu être un fiasco total. J'ai pas toujours... ça n'a pas toujours été facile. Là on est en plein Cassandre depuis 6-7 ans, mais moi, j'ai roulé ma bosse. J'ai toujours gagné ma vie, quelquefois très convenablement, quelquefois beaucoup moins bien. Mais je n'ai jamais été malheureuse. J'ai eu cette chance et je pense que c'est grâce au théâtre. Parce que les 10 premières années, c'est beaucoup de théâtre. Et quand on est au théâtre, on est en troupe. Et on remet en jeu tous les soirs. Et puis, on se remet en jeu tous les soirs. Et puis... je sais pas, il y a quelque chose d'éphémère et de magique au théâtre. C'est souvent, je dis, c'est pas le même métier, c'est pas la même façon de le faire du tout. Et c'est pas le même métier, c'est pas la même façon de l'aborder et de le faire. Le seul point en commun, c'est qu'on joue la comédie, qu'on est derrière un personnage. Ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. L'émotion, elle est plus grande quand vous jouez sur scène, en direct? Oui, évidemment. D'abord parce que j'ai un trac fou et qu'à chaque fois, je me demande derrière le rideau avant de rentrer en scène, qu'est-ce que je fous là? Personne ne m'a forcé, pourquoi je suis là?
Moi, je suis là, j'entends le bruit. Mais pourquoi tant de haine? Mais qu'est-ce que je fous là? J'étais pas du tout obligée. Donc, il y a presque un truc maso. J'aime ce challenge et j'aime la relation avec un public éphémère, avec un public un soir et un autre jour. J'aime l'idée que ça soit différent. J'aime l'idée qu'on peut se casser la gueule et qu'on est sur un film et surtout que c'est en direct. Voilà, j'aime beaucoup cette idée-là. Et en même temps, j'aime beaucoup l'image aussi parce que tout à coup, là, il y a des fans qui sont absolument incroyables mais extraordinaires. J'ai été émue ces derniers jours. Ils ont retrouvé des images, mais des trucs, je ne savais même pas que je les avais tournés. Je ne m'en souvenais pas. Des trucs où j'ai les cheveux courts, où je mets un coup de boule à je ne sais pas qui, des films. Ah, puis ce film aussi où vous êtes petite avec Depardieu. Oui, c'est les fans qui ont retrouvé les images. Alors, ça se trouvait, mais si vous voulez faire le montage, alors qu'on voit 4 fois dans le film le montage de Loulou de Piala, faut s'y coller. Moi, je suis incapable. Et là, ils ressortent plein d'images, même de téléfilms ou je ne sais même plus dans quoi j'ai fait plein de petits trucs. Beaucoup de policiers, beaucoup de policiers. Parce que si on voit, il y a quand même du Navarro, du Julie Lescaut. Non, mais ça, ouais, mais oui, quand même. Oui, c'était des guests, mais en fait, on était engagés dans ça. On faisait, je vais vous dire, on fait ce qu'on vous propose, surtout. À ces âges-là, vous faites des... Maintenant, vous êtes monté en grade, maintenant vous êtes commissaire. Oh là là, j'ai trop de chance. J'avais regardé un jour, je ne sais plus qui, j'avais vu qu'Audrey Tautou avait fait aussi un Navarro ou un Cordier jugé public, je ne sais plus qui, plein d'acteurs en fait. On est tous passés par là pour faire nos armes et puis parce qu'encore une fois, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Et puis, ça ne va pas s'arrêter avec toutes les séries qui sont sur les plateformes. En plus, c'est un bon challenge. Oui. Bah, ça, il y en a des choses qui se font. Il faut être fier de votre série parce qu'elle marche. Moi, je la regarde, j'avoue. Je regarde pour des raisons diverses et variées. Mais non, il y a de belles audiences et puis ça se tient, quoi. C'est super. Oui, mais c'est vrai que je dis souvent que c'est difficile de faire ce qu'on appelle du polar familial parce que on nous demande de rassembler le plus de... C'est pas élitiste, si vous voulez. Il faut qu'une petite fille de 10 ans et un monsieur de 90, en passant par une dame de 34 et un autre monsieur de 44, aiment. Et qu'ils y trouvent un intérêt qui ne sera pas forcément un intérêt commun. Donc, il faut qu'il y ait de la violence, mais pas trop, du trash, mais pas trop. Il y a des sujets qu'on peut aborder, d'autres pas. Et il ne faut pas que ça soit cucu et emmerdant et ringard. Et en même temps, il faut qu'il y ait... Alors, ça a l'air de rien, mais le cahier des charges, il est compliqué. Pour que tout le monde compliqué. C'est une bonne série, c'est sympa. Voilà, je me détends, ça me détend. Après, ça n'a pas la prétention d'être un immense polar incroyable. C'est une intrigue par film. Et surtout, je crois que les gens aiment bien ce qui se passe entre les personnages. Puis nous, on s'amuse en plus. Collègues. Exactement. Collègues, dont un collègue. Vous savez le prochain livre? Le prochain livre. Alors, pas celui que vous allez écrire, on garde le mystère, mais le prochain livre que vous allez lire, ça va être quoi? Celui que vous vous réservez, là, vous avez très envie. Alors, écoutez, j'ai acheté ce livre-là, je l'ai mis à côté. J'ai honte, je vous le dis tout de suite, parce que ça fait 5 ans qu'il est sorti, je n'ai toujours pas lu. Ah ben oui. L'ordre du jour. Alors, il est bien ou pas? Ben oui, il est bien. Et j'ai acheté celui-là aussi, d'Elphine Orviller, que je n'ai pas encore lu. Vous allez adorer. Celui-là qui est très vieux aussi, que je n'ai toujours pas lu, j'ai honte. Leïla Slimani. Mais on ne peut pas tout lire. De toute façon, je vous prouve que, et j'en ai 15 autres en bas de ma table. J'achète des livres parce que j'ai envie de les lire. Donc, il y a un moment, je vais les lire. Mais fort heureusement, les livres ne sont pas des yaourts, donc il n'y a pas de date de péremption, donc il n'y a pas d'obligation de les lire. C'est ça qui est génial aussi. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, nous, on était ravis de passer cette heure avec vous, de parler de moi aussi. J'en enlève mes lunettes. Un grand merci de nous avoir accordé cette discussion entre nous sur la lecture, sur vos envies, sur votre métier, sur tout ce que vous allez faire plus tard. C'était passionnant. Mais je vais jouer Joyeuse Pâques surtout là au Théâtre Marie à partir du 9 février avec Nicolas Brisson, Alice Dufour, Pascal Elzo, Muriel Combeau, Dominique Fro. Voilà. Et je suis contente parce que Théâtre Marigny, je n'y ai jamais joué, c'est la grande salle. Aïe, merci Richard Caillat de nous faire confiance. Et je suis très heureuse parce que je reprends le rôle de Maria Pacôme et de Françoise Fabian, entre autres, qui l'ont créé. Très symbolique.
On verra bien. J'espère que les gens seront heureux, mais je suis très excitée. Vous viendrez? Mais oui, on viendra, Oui. on viendra Avec voir. plaisir. Encore Mais un merci grand... à vous de m'avoir invitée, de m'avoir fait confiance, parce que franchement, hein, je ne suis pas une Mais- grande littéraire. Hein, je suis... Moi non plus, je vous le Oui, rassure. oui, bien sûr. Mais vous êtes trop mignonne quand même. Vous êtes une vraie passionnée. Je trouve ça formidable ce que vous faites. Merci. Vraiment. Oui, vraiment. Merci infiniment, Gwendoline. Merci à vous, Frédéric. Merci à Bientôt. vous deux.